défense sur i24 News. Au programme cette semaine, on parlera de coopération militaire entre Israël et les États-Unis. Il sera également question des défis sécuritaires qui attendent les Jeux Olympiques d'été au Brésil. Tout ça, c'est au programme de défense cette semaine. Leurs relations diplomatiques sont au plus bas, mais leur coopération militaire est toujours au beau fixe. Israël et les États-Unis ont inauguré ce mois-ci une usine israélienne. Elle produira des pièces pour le chasseur furtif américain F-35. Maxime Pérez nous y emmène. Officiellement, les relations israélo-américaines sont tendues. Mais derrière ce rideau, c'est tout sourire qu'on s'apprête à célébrer les deals sécuritaires entre les deux pays. Dans ce hangar flambant neuf de l'industrie aéronautique israélienne, vont être fabriquées les ailes du F-35, un avion multirôle, dernier né des chasseurs bombardiers furtifs. 800 paires d'ailes doivent être livrées à partir de l'été 2015 au constructeur américain Lockheed Martin. Mais le pactole revient à son partenaire israélien, l'entreprise IAI, qui devrait toucher 2,5 milliards de dollars. Rien d'étonnant, le F-35 est l'avion de combat le plus coûteux au monde de tous les temps, entre 70 et 100 millions de dollars par appareil. Et malgré des performances opérationnelles qui restent encore à prouver, le F-35 remporte un véritable succès commercial. En tête des pays acheteurs, l'État hébreu, qui a déjà fait commande de 2 escadrilles. Après des années de négociations, le ministre de la Défense israélien Moshe Ya'alon a conclu en personne un accord avec son homologue américain Chuck Hagel. Les relations entre Israël et les États-Unis sont plus fortes que n'importe quel désaccord. Aucune brouille ne peut porter atteinte à notre lien si particulier. Il n'y a pas non plus de désaccord quand on sait la gratitude du peuple d'Israël à l'égard des États-Unis pour leur soutien à notre sécurité. Et pourtant, c'est ce même Moshe Ya'alon qui a annoncé il y a quelques jours la rupture d'un autre contrat, celui impliquant la vente de V-22, des appareils de transport hybrides à mi-chemin entre l'avion et l'hélicoptère, dont Israël avait commandé 6 exemplaires au Pentagone. Un choix lié à des contraintes budgétaires, ou plutôt à un règlement de compte politique selon la presse israélienne. Mal vu après ses attaques contre le secrétaire d'État américain John Kerry, Moshe Ya'alon aurait été piqué au vif après une visite à Washington, où plusieurs responsables du Pentagone auraient refusé de le rencontrer. Ya'alon n'est pas directement lié aux tensions actuelles entre Israël et les États-Unis. Je crois même qu'il n'y est pour rien. Dans cette affaire, ce sont les Américains qui font un geste à l'égard d'Israël, pas l'inverse. Les États-Unis ont fait tout leur possible pour livrer cet appareil à Israël. Un faux ou un tox, l'armée israélienne se consolera avec le F-35 qui devrait progressivement remplacer les F-15 vieillissants de sa flotte aérienne. Un moindre mal dans un contexte régional pour le moins incertain. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau le général de brigade de réserve Eden Atias, ancien officier supérieur de l'armée de l'air israélienne. Bonsoir. Bonsoir et Rostov. L'avion de combat le plus cher au monde, le F-35, on dit qu'il ruine le Pentagone. Pourquoi est-il si coûteux ? Quand on regarde le prix de cet avion, il faut comprendre de là où on vient. De manière très brève, il faut regarder le développement de l'aéronautique ces 50 dernières années. Il y a eu des sauts en avant de génération en génération d'avions avec une expertise notamment dans le domaine du décollage et de l'atterrissage qui est absolument exceptionnel avec des capteurs capables d'analyser des informations et de les transmettre aux pilotes et de donner des informations qui ne sont pas faciles à percevoir. Et c'est ça, sa force. Et cela est valable également pour les menaces qui parviennent aux pilotes au moment où ils volent. Et cela permet évidemment de remplir les missions aux pilotes et de revenir et d'accomplir sa mission en paix. Et ça explique donc le prix très élevé de cet avion. On l'a vu dans ce reportage. Il y a un contentieux aujourd'hui entre Israël et les États-Unis à propos de l'achat de ces avions sophistiqués V-22. Moshe Ya'alon a décidé d'annuler ce contrat. Est-ce que c'est qu'une question de budget ou bien il y a une brouille politique derrière ?
Comme toute décision de ce type, il est possible qu'il y ait des éléments politiques qui interviennent. Je ne veux pas m'adresser sur ce point. Ce qui est important, ce que je peux dire, c'est concernant l'aspect sécuritaire. Au-delà des grands titres et de la crise diplomatique, cette alliance israélo-américaine est forte comme elle ne l'a jamais été. Le V-22 offre des capacités assez exceptionnelles, c'est une arme à part entière. Et la décision concernant l'acquisition de cet appareil doit pouvoir convenir aux intérêts et aux besoins de l'armée israélienne. Et il faut regarder cette crise ou ce problème dans cette perspective-là. Et il faut regarder avec beaucoup de rigueur chaque arme que nous souhaitons acquérir pour voir si réellement elle peut nous servir à long terme. Et je crois que cette décision est une décision sage. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait encore une décision définitive. Mais il y a aujourd'hui à la disposition de Tsahal d'autres options. Il y a des avions tactiques d'un autre type qui peuvent offrir des alternatives, une solution. Et je crois que c'est là qu'il faut regarder le problème. Et cette acquisition justement d'équipements, elle se fait également en fonction des menaces auxquelles est confronté aujourd'hui Israël. Parlons-en de ces menaces. Il y a le Hamas, il y a le Hezbollah. On parle de conflits asymétriques. Vous qui êtes issu de l'armée de l'air israélienne, à quel point est-ce que ça peut être difficile une opération aérienne dans ce genre de conflit que l'on dit asymétrique, dans des territoires qui sont densément peuplés et très petits? C'est une bonne question. C'est une question très intéressante et très importante. Quand nous regardons les menaces et les défis auxquels nous devons faire face, l'armée israélienne, et notamment l'armée de l'air, il y a le Hamas à Gaza, le Hezbollah au sud du Liban, il y a également la Syrie, l'Iran et d'autres choses. Nous devons donc faire en sorte d'avoir une enveloppe de protection, un bouclier, des solutions évidemment défensives face à cette menace asymétrique. Et la question est de savoir comment nous devons y faire face. Est-ce que c'est avec un avion F-16, un avion F-15? Comment lutter contre les roquettes? Et nos capacités doivent être construites face à une menace globale comme les roquettes. L'Iran est évidemment une menace globale importante. Ce qu'il y a de la spécificité de notre armée de l'air et son modèle de construction se base sur une doctrine de guerre, et c'est sur cette doctrine de guerre que nous construisons notre tactique, notamment nos plans opérationnels comme à Gaza. Si l'on regarde l'opération Bordure Protectrice, c'est une opération qui a nécessité une puissance de feu sans précédent, grâce notamment à l'armée de l'air. Et il y a bien sûr des civils. Et pour pouvoir faire face à cette situation, il y a une doctrine militaire extrêmement développée pour pouvoir également agir sur différents fronts et faire face à la problématique des civils. Merci beaucoup, Eden Atias, pour cette interview. Merci. La Coupe du monde de football à peine terminée, le Brésil doit déjà se préparer à accueillir les Jeux Olympiques d'été, un événement majeur qui va mobiliser d'énormes moyens sécuritaires. Une sécurité qui sera en partie assurée par une entreprise israélienne pour un montant de 2,2 milliards de dollars. Alexandre Leduc nous en dit plus. Rio de Janeiro. 17 jours, plus de 10 000 athlètes originaires de 204 pays, 33 stades et des centaines de milliers de touristes. Tels sont les chiffres qui inquiètent les autorités brésiliennes avant la tenue des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Plus de 4 mois se sont écoulés depuis la Coupe du monde de football. L'équipe brésilienne n'est pas arrivée en finale, mais les responsables sécuritaires ont eu le sentiment du devoir accompli. Le travail a été fait et la compétition n'a pas été entachée d'incidents majeurs.
Mais l'organisation des Jeux Olympiques représente un défi encore plus important, notamment en raison du nombre quotidien de compétitions, bien plus important que les 83 matchs de la Coupe du Monde. Alors quelles sont les principales sources d'inquiétude pour les autorités brésiliennes? La première est la menace interne. Les crimes perpétrés par les gangs peuvent affecter la sécurité des athlètes et des spectateurs, attendus en masse aux manifestations sportives. La seconde est la menace terroriste, qui a déjà frappé durant les Jeux Olympiques. Le monde entier aura les yeux fixés sur les Jeux de Rio à l'été 2016. Une opportunité pour l'État islamique ou Al-Qaïda d'y commettre des attentats sanglants et de rappeler au monde que les organisations terroristes peuvent frapper où bon leur semble. Et pour parler des défis sécuritaires qui se profilent avec ces Jeux Olympiques d'été, je salue celui qui est chargé d'assurer la sécurité de cet événement, Dr Luis Fernando Correa. Bonjour. Alors depuis le 11 septembre, le concept de sécurité intérieure a pris une autre dimension. Comment est-ce qu'il a évolué depuis ? No Brasil, nós entendemos que Au Brésil, nous avons compris qu'après le 11 septembre, l'ensemble du monde a été touché et que de nombreux pays ont commencé à prendre des mesures de protection, pas seulement au niveau intérieur, mais également en termes de coopération internationale. Le Brésil fait partie de ce processus et ses forces de sécurité et de défense se sont alignées avec les principales agences mondiales afin que le Brésil puisse répondre aux nouveaux défis. Et si vous deviez définir les plus grands défis aujourd'hui en termes de sécurité intérieure, lesquels seraient-ils ? Au Brésil, nous avons spécifiquement des problèmes de sécurité intérieure, des problématiques de sécurité urbaine. Nous avons une population importante concentrée dans de grands centres urbains et nous enregistrons des crimes et délits dans chaque région. Isso tem exigido políticas públicas por parte do governo brasileiro. Cela a demandé des réponses de la part du gouvernement, particulièrement à Rio, qui accueillera les Jeux Olympiques et qui fait face à un modèle politique d'intégration sociale où de nombreux actes violents sont commis dans certaines parties de la ville. Le gouvernement a apporté des réponses afin de sécuriser l'agglomération en vue de cette grande manifestation sportive. Com certeza de que teremos jogos seguros. Alors le compte à rebours a commencé, on a 2 ans des Jeux Olympiques d'été au Brésil. Concrètement, comment est-ce qu'on se prépare à assurer la sécurité d'un tel événement ? Le Brésil, ces dernières années, a démontré sa capacité à assurer la sécurité lors de grands événements, depuis les Jeux panaméricains de 2007. Le Brésil a accueilli de grands rassemblements, sportifs ou non, tels que la visite du pape, où le Brésil a prouvé sa faculté à assurer la sécurité. Donc nous avons les capacités requises dans la sphère publique, mais également en termes de sécurité privée pour organiser les Jeux. Je suis persuadé que nous aurons des Jeux olympiques sûrs au Brésil. Alors c'est vrai en tout cas que ce n'est pas le premier événement sportif de grande ampleur qu'organise le Brésil. Il y a eu la Coupe du Monde de football aujourd'hui à Rio 2016. Quelles leçons justement on peut tirer de l'organisation de la Coupe du Monde de football ? On sait qu'il y a eu toute une polémique autour de la sécurité de cet événement. Vous savez, nous vivons dans une démocratie qui vit un processus constant de maturation et où la population est libre de manifester. Donc les gens descendent dans les rues, manifestent et ont utilisé la Coupe du Monde comme une source de motivation. Mais durant l'événement, il est devenu clair que le Brésil pouvait répondre à cela et que les forces de sécurité sont parvenues à contenir l'ensemble des manifestations. Et donc cela n'a pas affecté le bon déroulement des matchs. Nous avons organisé une Coupe du Monde très sûre. Pour les Jeux Olympiques, l'environnement sera totalement différent. La population accueille très favorablement ces Jeux et si rien de radical ne se passe d'ici là, l'ambiance sera beaucoup plus chaleureuse. Merci beaucoup, Dr Luis Fernando Correa, pour cette interview. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Défense. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. En attendant, voici la suite de vos programmes sur i24 News.
Bye.